Il n'y a pas encore si longtemps, quand je pensais à l'agriculture, j'imaginais un univers bucolique et champêtre, rempli de personnes avec le smile H24, rempli d'animaux avec le smile H24, et tout ça sous un fond de chants d'oiseaux. Là, je viens de te décrire un parmi les nombreux spots publicitaires qu'on nous rapage depuis des années. Un peu comme celui où tu vois l'agriculteur qui t'apporte lui-même ses produits frais directement dans ton supermarché. Depuis les discussions avec Emma et Ajar, je commence à imaginer davantage le monde agricole comme une espèce d'énorme machine composée de 1001 rouages, avec des rouages plus ou moins grands, d'autres qui tournent plus ou moins rapidement, et parfois certains qui prennent terriblement de temps à tourner. Notre monde agricole, aujourd'hui, je l'imagine comme une multitude de rouages interconnectés les uns aux autres. Mais du coup, quel rouage représente quoi ? Quelles sont les particularités de chacun ? Et quelles sont les spécificités de l'agriculture suisse ? C'est parti avec Ajar et Emma pour décortiquer les bases du monde agricole. C'est les premiers jours de vacances. Emma et Ajar ont terminé les cours. Et de mon côté, je viens de terminer mon année avec mes élèves. C'est agréable d'avoir enfin le temps de se poser, de se reposer ensemble. Emma nous a donné rendez-vous dans une petite maison, à la campagne. On en profite pour discuter de notre podcast, de la suite des épisodes. Comment on aimerait chacune faire évoluer ce projet. Et quels sont nos moyens pour y parvenir, sachant qu'on commence de zéro. On s'est retrouvés à midi aujourd'hui. On a pris le temps de se retrouver, de discuter, d'avancer ensemble. Et le temps, comme à son habitude, est passé super vite. On est assises autour d'une petite table, en face de notre matériel d'enregistrement façon système D. Et on va s'intéresser aux bases de l'agriculture. On a une salle, on a un matériel, des spatules dans des bouteilles, s'il vous plaît. Montre le sérieux que nous devons être. Ok, éclatant de rire une dernière phrase. Non mais là, ça... Hey, oh. Ouais, je pense Bon, un peu. on va être sérieuse, j'ai mes fichettes et tout, c'est bon. Alors, Ok, on est bon. c'est parti pour un nouvel épisode des Paysannes. Salut tout le monde. Salut. Dans cet épisode, on va s'intéresser aux bases de l'agriculture suisse. On va redéfinir les bases, on va revoir ensemble les divers rouages de l'agriculture suisse. Pourquoi ce choix d'épisode ? On pensait avec Ajarines, c'était important vraiment de connaître un peu le contexte agricole suisse et puis généralement le contexte agricole européen ou aussi hors de l'Europe. En fait, comment c'est régi par les lois, qu'est-ce que c'est l'agriculture, quel secteur, quels sont les différents secteurs, et puis aussi tout simplement de quoi on parle, quels sont les subventions ou bien tout ça, voilà, vraiment pour essayer de donner une idée générale aux éditoristes pour que aussi ils aient un bagage pour comprendre les prochains épisodes qu'on va sortir dans cette saison, parce qu'en tout il y aura 10 épisodes et puis du coup c'était important de mettre les bases. Voilà, je pense que ce sera un épisode outil qu'on pourra justement utiliser pour renvoyer les auditeuristes pour nos futurs prochains épisodes. Et puis du coup, ma première question pour introduire cette thématique, comment elles sont régies les lois à propos de l'agriculture suisse ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les lois, elles sont régies par ce qu'on appelle une politique agricole. Donc, en Suisse ou en Europe ou dans tous les autres pays, en général, on va justement régir, l'État va régir en fait une politique en rapport à ce qu'il va produire dans son État pour sa population ou pour l'exportation. Donc, c'est ce qu'on appelle une politique agricole. En Suisse, donc elle est régie donc souvent par des politiciens qui sont liés justement à ce système, qui ont travaillé avec le monde agricole ou autre. Et donc, c'est souvent des politiques qui sont renouvelées tous les 4 ans pour améliorer, changer, parce que l'agriculture, ça change. Donc, les systèmes changent aussi. Mais la validité de ces lois, elle dure pas 4 ans. Non, 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 pas du tout. La politique agricole, c'est construite petit à petit en fonction de l'évolution en fait de l'agriculture au sein de la Suisse. Donc, les lois ont évolué en fonction de ça et elles changent ou pas en fonction aussi de cette évolution.
Puis il y a en fait ce qu'on appelle des ordonnances. Donc l'ordonnance par exemple sur les produits biologiques. Donc c'est pas un label mais c'est vraiment la loi. Qu'est-ce que ça veut dire être bio par la loi? Donc c'est beaucoup moins contraignant qu'un label, mais il y a par exemple ça, l'ordonnance sur l'eau. Donc qu'est-ce qu'on doit faire pour respecter la salubrité de l'eau? Enfin en fait il y a plein de euh, c'est régi par des ordonnances sur les produits phyto, etc., etc. Et tous les 4 ans, c'est remis sur la table et discuté par les personnes concernées. Exactement. Et ces Pas discussions, forcément par les personnes concernées, mais disons que en fait, la politique agricole, donc c'est pendant 4 ans de validité, va vraiment dicter à quoi ressemble l'agriculture de demain. C'est-à-dire vers quel type de système on veut aller. Est-ce que c'est plutôt un système où on va récompenser les paysans paysannes pour leur inscription dans le paysage suisse, pour les bienfaits qu'ils font pour la nature, ou est-ce qu'on va les récompenser pour leur production? Enfin, c'est vraiment des directions en fait qui sont plus largement des systèmes, est-ce que ça va plutôt être néolibéral ou autre. C'est comme ça que ça va être dicté. et du coup, question, est-ce que ces discussions, elles peuvent se faire aussi au niveau cantonal ou c'est uniquement au niveau fédéral? Fédéral. D'abord, ouais, c'est fédéral. Mais après, c'est vrai qu'il y a des alignations un peu plus cantonales légèrement parce que c'est vrai que, Il y a des dépendamment de spécificités, ouais. certains cantons, les productions sont différentes. Mhm, On sait qu'en Valais, par exemple, bah, il y a l'abricot, mais c'est pas dans d'autres régions en fait. Donc, mhm. il y aura des ordonnances spécifiques Mhm, pour, par exemple, des maladies spécifiques à ça, mais mhm. pour le canton du Valais, qui sont pas spécifiques au reste de la Suisse. Mhm. Puis il y a aussi différentes zones. On a les zones de plaine, C'est ça. les zones de collines et les zones de montagne. Et en fait, suivant les zones, il y a différentes lois et ordonnances parce que du coup, les contraintes sont complètement différentes. Pour revoir aussi peut-être le tout début, combien de personnes travaillent dans l'agriculture en Suisse? Ça représente 3% de la population active, les personnes qui travaillent dans l'agriculture. Et puis, est-ce qu'on arrive à noter des spécificités à l'agriculture en Suisse qu'on n'a pas forcément dans les autres pays, en France, en Allemagne, aux États-Unis? Alors oui, enfin après elle complète si elle trouve justement qu'il y a des choses qui manquent, mais c'est vrai qu'en Suisse, on a vraiment ce paysage alpin, Mhm. donc qui fait vraiment la grande différence. Donc on aura l'alpage et on a beaucoup d'élevage lié à ça, justement pour valoriser en fait ces zones, parce que sinon on ne pourrait pas faire pousser d'autres choses dans ces zones. Contrairement par exemple aux États-Unis, où là on sait que c'est des agricultures très portées sur les céréales type maïs, blé ou autres, et gros élevage en fait, où là on voit vraiment des kilomètres, des hectares et des hectares en fait de bovins sur des terres nues, où là on s'imagine ça. En Suisse, on a beaucoup moins ce paysage. Ça ne veut pas pour autant dire que c'est bucolique ou champêtre, mais on a des spécificités liées à la Suisse. En fait, la topographie amène la spécificité dans le sens où, vu que au niveau du territoire, il y a à peu près 2 tiers du territoire qui est inutilisable dans le sens ni pour habiter ni pour cultiver, au sens propre, ben, on essaie de l'utiliser en faisant monter les bêtes à l'alpage, etc., pour valoriser le plus possible de territoire, parce qu'il faut savoir qu'en Suisse, c'est quand même très dense, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une compétition entre l'agriculture, le logement, les industries, parce que en fait la plaine représente que 1 tiers du territoire, donc du coup c'est ça qui va donner une spécificité. C'est un peu comme on peut comparer ça à l'Autriche qui a aussi beaucoup de montagnes, et ben ça va dicter tout le reste de l'agriculture en fait. Mais du coup, les territoires qui se trouvent en montagne, on peut pas les utiliser pour de l'agriculture, pour nos légumes, pour nos fruits. C'est inutilisable. Non, parce que le milieu fait que c'est inutilisable dans le sens où finalement il y a que le pâturage qui pousse, donc la nourriture pour finalement le bétail. Il y a rien d'autre. Enfin, c'est des montagnes rocailleuses, donc c'est des rochers, c'est très peu profond, il y a très peu de sol, donc il y a très peu de plantes qui peuvent pousser. C'est haute altitude, donc l'altitude joue un énorme rôle pour Exact. l'agriculture. Les températures sont différentes. La nuit, il va faire beaucoup plus froid, il y aura beaucoup plus de Ce radiation, qu'explique mais Hajar ici la paraît chaleur est moins logique. forte. Enfin, c'est plein de Pourtant, paramètres. nos imaginaires collectifs, sont encore beaucoup influencés par les représentations de la paysannerie, bucolique et champêtre, avec le mythe d'Heidi par exemple, qui descend le long de la montagne avec son panier. Alors qu'en Tu peux pas fait, faire pousser des cette tomates représentation, dans le glacier d'Aletsch, c'est par pas exemple. du tout Enfin, tu peux celle-ci pas de faire notre pousser réalité. des tomates dans les Alpes. Enfin, Mais du coup, c'est un peu ballot pour nous qui vivons en Suisse où il y a beaucoup, beaucoup de montagnes. ouais, Bah en fait ça explique aussi la pression de production exact. en région de plaine. Donc il y a vraiment, comme je disais tout à l'heure, cette
pression entre logement et puis agriculture, c'est-à-dire que il y a de plus en plus de monde qui doivent être logés, aussi qui ont des standards différents, c'est-à-dire que maintenant on a besoin de beaucoup plus de mètres carrés par habitant habitante qu'à l'époque. Donc c'est pas forcément parce que la population grandit ou quoi, mais c'est surtout parce qu'il y a des standings qui sont différents, ce qui fait que l'agriculture est vraiment repoussée aux marges, toujours plus aux marges dans la périphérie urbaine. Et du coup, il y a toujours un peu cette guéguerre entre urbanisme et agriculture, en fait. Ouais. Tu t'en rappelles peut-être, chère auditorice, dans le premier épisode, Emma et Hajar nous parlaient des subventions dont peuvent bénéficier les agricultrices. En Suisse, ces subventions sont cruciales pour le monde de la paysannerie, car elles permettent aux personnes concernées de pouvoir continuer à vivre de leur travail. Je demande à Hajar et Emma de m'expliquer concrètement comment fonctionne le système des Les paiements directs, directs. justement, ils vont être régis par aussi la politique agricole, c'est-à-dire pourquoi on veut récompenser les agriculteurs. C'est-à-dire que bah là, les paiements directs, c'est sur 7 piliers. Donc, il y a il y a plusieurs raisons, mais par exemple, il y a la sécurité à l'approvisionnement, il y a l'inscription dans le paysage suisse. Ça, c'est les conditions que tu es en train Les d'énumérer. conditions Ouais, exactement exact. pour toucher les paiements directs, ce qu'on appelle les PER, Mhm. c'est les prestations écologiques requises, Requises. donc c'est pour essayer de bénéficier, enfin pour favoriser des espèces d'insectes ou autres. Donc en fait, il y a et puis il n'y a pas du coup de subvention à la production pure et dure. Donc c'est pas tu fais tant de tonnes de patates, ben tu vas toucher Telle proportionnellement subvention. à subvention. Donc c'est vraiment plutôt des subventions qui s'inscrivent dans une écologie et vraiment dans, en fait, comment les paysans font le paysage suisse typique, qui va aussi amener du tourisme, etc. Et donc, c'est grâce à ça que tu touches des paiements directs. Et en fait, ben, selon ta surface dans ta ferme, selon plein de choses, en fait, tu vas accumuler les paiements directs et tu vas donc toucher de plus en plus, enfin voilà, Des subventions, c'est des ça. subventions. Exact. Mais donc, recevoir des paiements directs quand tu es agriculteur-agricultrice, ça veut dire quoi? Ça veut dire de l'argent. Tu reçois en fait de l'État, de la Confédération, des subventions qui sont justement liées au budget agricole que l'État alloue en fait à l'Office fédéral de l'agriculture. Et eux, du coup, allouent justement aux agriculteurs, agricultrices, donc aux exploitants, exploitantes, des subventions en rapport à, comme Emma l'a dit, donc la surface, ce que tu fais pousser aussi, ça va dépendre des céréales, du bétail, des fruits et légumes, ça va dépendre de si tu es en bio ou pas, ça va dépendre de plein de paramètres, mais en fait, tu as une sorte de ce qu'on appelle un cahier de charges à remplir en fait. Donc, tu as des prérogatives et tu es obligé, entre guillemets, enfin, tu es obligé de toute façon de correspondre à ce cahier de charges pour toucher des subventions. Et comme Emma l'a très bien expliqué, ce cahier de charges prend en compte différents aspects, dont la biodiversité, le respect et aussi plein d'autres prérogatives qui prennent en compte beaucoup de notions sur la durabilité, entre guillemets, en fait, de notre système agricole. Après, c'est aussi beaucoup critiqué dans le Oui. sens où il y a certains paysans paysannes qui trouvent que du coup ils sont pas payés pour nourrir, mais ils sont payés pour correspondre à une certaine image et du coup ça peut être aussi frustrant. Et puis il y a aussi plein de gens qui disent que ces paiements directs ne vont pas assez loin dans l'écologie. Et puis en fait, il y a aussi ce qu'on appelle des chasseurs de paiements directs où en fait tu peux vraiment essayer d'accumuler le plus possible si tu engages quelqu'un externe qui va te dire genre ah mais si tu mets un tas de bois ici ça va favoriser tel et tel insecte et du coup tu vas recevoir 700 francs par année en plus et en fait tu peux vraiment essayer d'accumuler le plus possible et du coup tu perds aussi un peu la vision globale de en fait j'aimerais produire pour nourrir la population et c'est un peu entre guillemets le risque des subventions qui sont beaucoup plus axées sur l'écologie et le paysage, contrairement à la PAC, qui est la politique agricole commune qui est valide en Europe, enfin pour les pays de l'Union européenne, où c'est un peu plus des subventions à la production en fait. Mais c'est galère en même temps parce que moi je me rappelle des premiers épisodes où vous disiez que justement en même temps ces agriculteurs et agricultrices ils dépendent énormément de ces paiements directs aussi. Et puis c'est un peu le revers de la pièce dans le sens où effectivement d'accord donc les agriculteurs sont dépendants mais pourquoi ils sont dépendants de ces systèmes? C'est aussi parce que on est aussi un îlot, la Suisse, comme Emma l'a dit, autour d'agriculture et de politiques agricoles qui sont néolibérales, où le marché et la concurrence est extrêmement rude. Alors, je veux dire, comparé à 1 kilo de tomates d'Espagne et 1 kilo de tomates suisses, en fait, il y a pas photo.
Donc, Mm. il faut protéger aussi euh, la production suisse. Et du coup, il y a aussi justement cette idée que malheureusement, la production suisse n'arrive pas, enfin, les productrices suisses n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins. Donc, la Suisse est un peu obligée de pallier à ça Mhm. en donnant ces subventions pour que les agriculteurs et agricultrices continuent à produire, Survivre. survivent, parce que sinon, il n'y aurait plus d'agriculteurs ni d'agricultrices en Suisse, en Et fait. puis le coût pour la société serait énorme en fait Mhm. parce que on dépend quand même beaucoup de l'agriculture pour, comme je disais tout à l'heure, le tourisme, mais aussi pour que l'eau soit, comment on dit, pénètre dans les sols, pour la perméabilité des sols, pour plein de choses. En fait, on a besoin de l'agriculture, en tout cas actuellement, et du coup, il n'y a pas du tout intérêt pour l'État que tous les agriculteurs et agricultrices arrêtent, mais il y a aussi beaucoup de gens qui ont peur que la politique agricole évolue de plus en plus dans un truc très néolibéral, un peu plus d'un modèle européen. Et en fait, la Suisse, bah, justement, ne pourrait pas du tout faire concurrence parce qu'on est vraiment un îlot de cherté au milieu de l'Europe où la main-d'œuvre est plus chère, même si elle est mal payée, elle est quand même plus chère. Tout est plus cher, en fait, les infrastructures, l'énergie, etc., l'eau. Donc, du coup, ouais, c'est comme disait Ajar, c'est vraiment pour pallier, en fait, au fait que ça coûte beaucoup moins cher d'acheter à côté. En vrai. Donc on a les paiements directs qui vont venir aider nos agriculteurs et agricultrices. Est-ce qu'on aurait un autre aspect, un autre système qui serait mis en place pour s'assurer que notre vente de fruits et légumes suisses puisse être faite? Oui, alors oui, parce qu'en fait, comme on a dit avec cet îlot de cherté, le problème, c'est que les fruits et légumes suisses seraient beaucoup trop chers et du coup, les distributeurs, donc Migros, Coop, Aldi ou autres, pourraient de toute façon aller chercher quand ils veulent des tomates d'Espagne à n'importe quelle période en fait de l'année. Donc, il y a des protections douanières en fait qui sont faites sur une liste préétablie de fruits et légumes, comme par exemple la tomate, si je donne un exemple. Et en fait, à partir du moment où la production est indigène, donc la production est faite sur territoire suisse, donc les tomates, c'est, si je ne me trompe pas, de mai, on est d'accord, hein, c'est début mai. Ouais, il y a même un peu avant Un peu les avant, tomates hors avril. sol. Ouais, Ouais, ok, hors sol, ouais, ouais, c'est à partir des hors ouais. sol. En fait, t'as différentes phases, si j'ai bien compris. Ouais, hein. T'as le bleu et t'as Et le vert, là. ouais, c'est ça, hein. Ouais. Mais du coup, en gros, enfin, si j'ai bien compris, parce qu'il y a aussi il y a aussi des différences entre hors sol et pleine terre. Mais en gros, donc dans ces périodes-là, la Migros, la Coop et autres, en fait, enfin, les gros distributeurs peuvent pas acheter à l'étranger parce que la taxe en fait est surélevée au tonnage. Donc à telle tonne de tomates, c'est tant de francs, mais ça dépasse vraiment, c'est très très cher. Donc ça décourage en fait les distributeurs à acheter en fait à l'étranger. Donc ils se retrouvent obligés entre guillemets d'acheter aux producteurs suisses, et donc ça protège les producteurs suisses. Donc en fait, dans cette période-là, les distributeurs et même les consommateurs se retrouvent à consommer des produits locaux pour certains fruits et légumes. Après, c'est pas tous, comme par exemple le poivron ou les Mhm. bananes qui ne sont pas produits. Enfin, le poivron, c'est un peu un truc un peu À part. un part un peu parce qu'il est délaissé, mais la banane ou la noix de coco ou les agrumes, c'est pas du tout protégé parce qu'on peut pas produire ça en Suisse. Mais pour les fruits et légumes, ça permet au moins justement de protéger vraiment les producteurs suisses, de pouvoir vendre entre guillemets aux gros Pour tout ce qui est distributeurs fruits et à légumes des prix. indigènes, comme tu disais. Exactement, ouais. Et cette protection, ce système, on l'appelle comment? C'est le système de deux phases. Donc ça, c'est un type de protection à la douane. Puis il y a aussi le système des contingents. Donc ça, c'est vraiment au niveau du volume qui est produit en Suisse. Donc imaginons, je sais pas, il y a 2 millions de tonnes de blé. Enfin, je sais pas si c'est un chiffre absurde en fait, mais qui est produit en Suisse. Mais pour faire du pain, on a besoin de 3 millions de tonnes. Ben, une fois que les 2 millions de tonnes ont été achetées, eh ben, on peut faire entrer 1 million de tonnes de n'importe quel pays. Donc en fait, c'est à partir d'un certain tonnage, à partir d'un certain volume, qu'on peut faire rentrer. Donc ça veut dire qu'on privilégie la production indigène avant d'acheter ailleurs. Donc ça, c'est vraiment des protections qui font que l'agriculture suisse survit. Parce que sinon, ben, les distributeurs, ils pourraient juste se fournir à l'extérieur et ben, ce serait, Ça reviendrait moins cher. ouais, Ce ça serait la reviendrait moins mort des cher. agriculteurs et agriculteurs suisses, ils vendraient Ouais. plus leurs Ils produits en vendraient, fait, parce que à Ouais. qui ils vendraient autre que les qu'en Suisse? distributeurs. Soit si tu fais un truc genre vraiment spécifique à la Suisse, c'est-à-dire du gruyère ou des trucs genre Qui s'exporte. ou le Ouais. chocolat, mais même le chocolat, la matière première vient pas de Suisse, mais tous les trucs qui peuvent s'exporter en Suisse, c'est des trucs parce que la Suisse a un peu une image spéciale et tout, mais qui voudrait acheter des tomates suisses
en Espagne, tu vois, ce serait pas Absurde. du tout... Mais alors, vous me parlez d'acheter ailleurs. Moi, je me suis toujours demandé, est-ce que ce serait possible d'imaginer une Suisse autosuffisante? Ça, c'est une bonne question. Mais en gros, donc l'autosuffisance, c'est vraiment la capacité du territoire, en fait, suisse à nourrir sa population. Donc on parle vraiment de sécurité, en fait, alimentaire. On parle de notion de ce dont on a vraiment besoin, pas ce dont on désire, ce dont on a vraiment besoin. Et Donc qu'elle le fasse la seule, base, vraiment. en fait, c'est ça, c'est-à-dire vraiment la base des bases d'alimentation pour que tout citoyenne suisse puisse subvenir à son alimentation. Et après, on a d'autres choses, c'est les taux d'approvisionnement. Mais à l'autosuffisance, si on prend juste ça, on est à 50%. Donc à la moitié de ce qu'on devrait pour nos besoins À l'heure basiques actuelle, on est à consommer. 50% Et donc en Suisse. ça veut dire en fait la production indigène divisée par la consommation, ça donne 50%. Exact. Je sais pas si c'est clair. Vas-y, répète. Donc imaginons que en Suisse, en tant que citoyenne, je consomme 5 pommes par semaine. Ça veut dire qu'en Suisse, il n'y a que 2 pommes et demie par semaine qui sont produites. Donc il y a 50% qui vient du pays et 50% qui vient de l'extérieur. Mhm. Donc c'est là où on est en Suisse, c'est vraiment à peu près 50% net, parce que c'est encore différent entre net et brut, d'auto-approvisionnement. Et en fait, il y a des produits pour lesquels on est à 120% d'auto-approvisionnement Exact. et des produits pour lesquels on est à 20% d'auto-approvisionnement. Par exemple, le gruyère, on est à 116... Enfin, les fromages, je dis gruyère parce que je Ouais, précise bien évidemment. parce que, on est romain, mais bon, voilà. Mais les fromages, ouais, on est vraiment à 116%, par exemple. Et on serait où pour les 20%? Dans quel produit? Plutôt les fruits et légumes. Ouais. Tout ce qui est culture, c'est ce qu'on appelle la culture spéciale. Donc c'est le maraîchage et l'arboriculture. Là, on est plutôt à 20%. Et même pour nos fruits et légumes indigènes. Alors les fruits à pépins, non, on est beaucoup plus élevé. Là, on est plutôt à 80%. Mais par exemple pour les céréales, quelque chose qui est basique quand même, qui est censé être quelque chose de basique pour chaque être humain, on est à 46%. Donc c'est peu, hein. Puis il me semble qu'une fois tu m'avais parlé du sucre. Le sucre, on est... Ouais, alors en fait, la betterave sucrière, c'est une des grandes cultures en Suisse qui est vraiment aidée par les paiements directs, parce que il y a un peu une culture des betteraviers en Suisse, et du coup, on produit énormément de betteraves sucrières qui sont ensuite raffinées pour faire le sucre blanc que vous connaissez toutes et tous. Et du coup, ça aussi, on a un taux d'approvisionnement de plus de 100%, il me semble. Et qu'est-ce qui manquerait à la Suisse pour pouvoir un jour peut-être, je sais pas, atteindre ces 100% d'autosuffisance? Il Ouais. faudrait laisser tomber beaucoup d'aliments. Il faudrait laisser tomber manger beaucoup moins de viande. Mais les gens, ils vont gueuler, là. Enfin, Les gens, ils vont... Enfin, en fait, il y a plein en de choses, en fait. gros, ouais, Manger c'est ça. moins aussi. Manger moins, En la fait, viande. consommer moins de calories de manière générale. Manger plus de pommes de terre. Plus de... Arrêter la majorité des alcools. Ah ouais, Ça, ils vont l'alcool taper sur aussi. nos doigts, les gens. Non, non. Mais on fera un épisode sur les différents régimes alimentaires et sur Grave. comment en fait ça dicte aussi l'environnement, etc. Mais oui, en gros, ça changerait complètement la face de notre alimentation. Mais c'est faisable. Il y a une C'est étude faisable, ouais. qui a été faite par Agroscope et qui l'a bien montré et qui montrait qu'on est capable d'être autosuffisant pour tous les habitants en Suisse. On la mettra, En Suisse, ouais, on pourra la mettre en lien, On la mettra en exactement. lien, ouais. Puis j'imagine que du coup, si on imagine une autosuffisance en Suisse, faudrait réfléchir à la répartition territoriale entre habitation puis terrain agricole. C'est quelque chose qui est aussi déjà réfléchi. Ah ouais, Ah ouais, oui. c'est vraiment... Il y a les plans directeurs cantonales. En gros, c'est quelque chose que les urbanistes envisagent pour voir en fait comment on répartit habitation, agriculture, etc. Et en fait, il y a aussi quelque chose qui est dans la loi, enfin quelque chose qui est soumis par la loi depuis 1992, qui est en fait ce qu'on appelle la SDA, c'est les surfaces d'assolement, où en fait par canton, il y a besoin, il y a un nombre d'hectares, ouais. un taux minimal d'hectares qu'il faut préserver. C'est-à-dire que, par exemple, je sais qu'à Genève, c'est 8000 hectares qu'on doit pouvoir
cultiver du jour au lendemain si jamais il y a une guerre ou si jamais il y a n'importe quel problème. Donc par exemple les bastions, les bastions ça devient un champ de patates. Ah, c'est vrai, Ouais, ok. ouais. Ah Donc ouais, tous ouais. les parcs et n'importe quoi, en fait, c'est soumis à des critères, genre est-ce que le sol est assez profond, est-ce que le plat, enfin est-ce que c'est assez plat au niveau de la topographie, etc. Et si ça répond à ces critères, c'est directement mis dans la SDA, donc la surface d'assolement, et du coup, ça permettrait la sécurité alimentaire si jamais on peut plus avoir l'importation des autres pays. Donc, c'est un peu nos bunkers Vous devriez voir externes. la tête de Inès en ce Ouais, moment en l'audio mode guide, tu vois pas, ouais. What? Je suis restée figée 30 secondes là. Mais non, parce que je m'imaginais, vous aussi, vous avez vos. On a tous là et Les toutes bunkers, les bunkers, tu sais, c'est un peu dans les ça, ouais. apparts. Et du coup, je m'imaginais un peu ces grands terrains, ces grands parcs là. J'imagine les bastions comme notre espèce d'énorme bunker externe, collectif. Ouais, je suis restée figée 30 secondes. Du coup, tu parlais de 8000 hectares Mhm. pour Genève. Est-ce qu'à Lausanne, tu sais, Ajar, est-ce que ce serait la même chose, Quand on le voit, différent? c'est beaucoup plus. Ouais, parce que c'est plus gros en tout cas la C'est plus grand le superficie. territoire. En fait, ils regardent vraiment, comme je disais, selon les critères et, et selon comment approvisionner la population suisse. Après, je sais pas à quel point ça a évolué et avec la population, avec la démographie, parce que Mm. c'est vrai qu'on est quand même plus qu'en 1992, qu'il y a plus de 30 ans. Donc, je sais pas du tout comment ça a évolué. Et puis surtout qu'il y a un peu des magouilles, parce que justement la surface agricole est quand même de plus en plus mangée par l'urbanisme. Et du coup, enfin, j'ai entendu comme quoi il y avait des cantons qui achetaient de la SDA dans d'autres cantons, Ah ouais, il y a alors tout que un c'est le but business. même de la SDA, c'est justement être Réglementer réglementé par les canton. territoires. Ouais. Donc en fait, c'est quelque chose qui est assez contraignant quand même Ouais. pour les urbanistes et pour l'expansion des logements. Et puis, du coup, en faisant une petite recherche, comme une bonne élève, j'ai vu qu'il y avait des modèles de fermes aussi en Suisse qui différaient, qui étaient différentes, qu'il y en a plusieurs. Est-ce qu'on peut regarder ça ensemble aussi? Ben, Ouais, bah, bien sûr. ouais, Si je peux commencer, en vas-y. gros, euh, il y a différents types de fermes en fait. Pas tous les agriculteurs et agricultrices vont cultiver la même chose. Donc, il y en a certains qui vont être beaucoup plus diversifiés. Donc, on va plutôt parler de polyculture. Il y en a d'autres qui vont être extrêmement spécifiques. Donc, mais c'est vrai qu'on a les grandes cultures. Donc, les grandes cultures, c'est vraiment toutes les céréales ou les fabacées, les légumineuses, je vais dire. Légumineuses, soja, Exact, Fabacée, soja. c'est aussi C'est le nom dans le jargon? légumineuse, exact. Ok, Enfin, légumineuse. J'essaie de trouver l'ancien j'utiliserai nom en fait Fabacée. de la famille des légumineuses. Mais en gros, ouais. Donc toutes les grandes céréales. Ensuite, ben, on aura les élevages aussi. Mais après, ça va dépendre. Donc volailles, on aura les élevages de porc, on aura les élevages de bovins. bovins, caprins ou autres. Puis tu parlais de polyculture, c'est-à-dire que par exemple, quelqu'un peut faire et de la culture de céréales, et de la culture, enfin aussi de l'élevage. Le but à la base, c'était ça. Enfin, Mhm. l'agriculture traditionnelle, c'était une polyculture, c'est-à-dire qu'il y avait un peu de tout. Polyculture et élevage, ouais, Et ouais, c'est justement. ça, polyculture et élevage. Tu faisais un peu tout. Donc, tu cultivais et des céréales et des fruits et légumes, un peu d'arboriculture, donc tout ce qui est culture des fruits, et de l'élevage, mais pas que de l'élevage spécifique. Tu avais un peu de porc, un peu de volaille, un peu Mhm. de vaches laitières ou autre. Enfin, puis il y avait vraiment tout ce système qui se mélangeait. Puis C'était bon, bah, vraiment un avec écosystème. l'arrivée de l'agriculture industrielle, bah, on a beaucoup parlé de spécification, Ouais. c'est ça, et donc de monoculture et donc de spécificité. Tout à fait. Et puis en plus de ça, ce qui est assez dingue, c'est qu'il y a besoin de moins en moins de personnes pour exploiter de plus en plus d'hectares. Ouais. Mm. Donc moi, je me souviens que j'avais un maître de stage qui me disait, en fait, actuellement, il y a besoin de une personne pour 10 hectares et il faudrait 10 personnes par hectare, idéalement, pour que ce soit moins mécanisé, pour qu'en fait, il y ait un plus grand respect de la nature, etc. Ben, idéalement, il faudrait ça, mais ça veut dire qu'il faudrait pas 3% de la population active. Faudrait bien plus. Faudrait bien plus, en fait. Et puis, au niveau des tailles d'exploitation, ça représente quoi? Est-ce que voilà, la culture de céréales, c'est plus grand que l'élevage ou que les... Alors c'est sûr que par exemple les céréales prendront plus de place que certaines marèches ou autres parce que ben c'est plus d'hectares parce qu'on parle beaucoup plus de grands rendements par exemple. Donc on imagine toujours des grands champs, même le colza, enfin quand on prend le train par exemple pour tous les Mhm, Genève-Lausanne, ben, on voit aussi des grandes en fait des mhm. grandes cultures et tout. Mais je pense que, en fait, ça va dépendre aussi du type d'agriculture. Mais on voit une évolution de petites fermes, donc vraiment Mhm. justement avec ces systèmes qui étaient très parcelés justement, à de plus en plus une évolution de grandes fermes avec beaucoup plus de spécifiques et d'unification en fait, avec le même Mhm. type de travail. Donc en Suisse, on est passé par exemple
un exploitant, une exploitante avait 9,4 hectares en 1975. On est passé au double maintenant, Ah ouais. enfin en 2017, à 20 hectares. Alors, Ouais, la taille c'est moyenne ça, de la taille moyenne. l'exploitation, c'est 20 hectares maintenant. Ouais. Exact, exact. Et du coup, ben, ça montre vraiment cette évolution. Alors, elle est moins grande que dans d'autres régions ou aux États-Unis, par exemple, où là, on aura des évolutions de familles qui avaient 10 hectares à maintenant 500 hectares. Ah Donc, ouais. c'est des croissances exponentielles monstrueuses. Mais Donc on a oui, quand même, désolé, comme nota bene, juste 1 hectare, c'est 10 000 mètres carrés. Donc c'est oui, 1000 mètres sur 1000 mètres. Et du coup, tu parlais d'une taille moyenne de 20 hectares. Visuellement, ça représente quoi, par exemple, comme pour un bassin olympique? Ben, c'est à peu près... après, en moyenne, un stade FIFA, c'est 0,7 hectares. Donc, Ouais, exact, voilà. c'est ça qu'il faut se dire. Donc Donc, Ouais, c'est c'est ça. environ 30 terrains de c'est foot. ça. Ouais, c'est 30 terrains énorme. de foot. C'est quand même Ouais, c'est grand, quand hein. même C'est quand grand. même grand. On a Après, ouais, il faut bien tous nous nourrir. Et puis, je me demandais, c'est quoi les divers secteurs qu'on observe dans une ferme, dans une exploitation? Qu'est-ce qui existe? Bah, il y a justement ce qu'on appelle culture spéciale. Donc ça, c'est le maraîchage, donc légumes, l'arboriculture, tout ce qui est culture hors sol, etc. Aussi la culture horticole. Et il y a grande culture, donc comme Ajar disait, les céréales, le maïs, le soja, et les etc. patates, j'ai Et les oublié. patates. Je vais me faire taper dessus. Patates, c'est C'est un peu encore entre les deux, ouais, ouais, c'est on un peu sait entre pas les deux, trop. ouais. Et l'élevage. Du coup, comme elle a dit aussi très bien, c'est qu'il y a plusieurs types d'élevage pour plusieurs familles d'animaux, en fait. Puis il faut aussi s'imaginer sur une exploitation qui est si grande que 20 hectares, en fait, qu'il faut prendre en compte qu'il y a ce qu'on appelle des rotations de culture. Donc, c'est-à-dire qu'on va pas mettre un champ de patates une année et l'année d'après des patates sur le même endroit. En fait, c'est aussi pour toucher les paiements directs, on est obligé de respecter la rotation, c'est-à-dire de faire en sorte que il y ait des patates qui sont de la famille des solanacées. Après, il y ait peut-être ce qu'on appelle des engrais verts, donc ça veut dire quelque chose où il n'y aura pas de production, mais c'est juste pour que le sol il puisse se régénérer. Donc remettre un peu de l'azote dans le sol, remettre un peu voilà, de vie. De matière organique, etc. Et après, ben, on met, je sais pas, du soja ou autre chose, et on va remettre des patates seulement après 5 ans ou plus. Donc il y a des rotations qui sont sur 4 ans, enfin ça dépend quelle culture on fait, mais il faut vraiment prendre en compte que bah, quand on regarde le paysage agricole, on voit aussi qu'il y a plein de champs qu'on peut pas trop identifier parce que justement ce sera pas pour de la production, ce sera vraiment pour aussi laisser les sols se régénérer. Et en fait, ce système-là, ça évite beaucoup de résistance et aux nuisibles. Donc tous les parasites, que ce soit acariens ou bien insectes ou autres, et aux maladies. Donc c'est vraiment grâce à ces rotations qu'on arrive à baisser un peu ces pressions d'épidémie. Mais j'ai une question parce que là, pour enregistrer cet épisode, on est venu à Soral et le chemin qu'on a pris là avec Ajar pour venir à Soral, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je viens chaque année, il y a un champ de colza. Mhm. Ça veut dire que moi, je me suis inventé ce souvenir. En fait, ils changent et puis chaque année, c'est pas Ben, colza, ils vont peut-être déplacer, que faire. tu voyais du colza, mais pas au même endroit exact, mais toujours dans la même Mhm. région. Ok, Mhm. Parce qu'en ouais. fait, l'agriculteur a plusieurs parcelles et qu'il le Exact. met dans différentes zones Et de qui cette bouge et parcelle, en qui fait, et qu'il le change pour. bouge. Ouais, C'est ouais, quand ouais. même assez réglementé, hein. Ouais, 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 c'est Ouais. vraiment très, très réglementé dans le sens où tu peux pas toucher tes paiements directs si ouais. tu fais pas ça. Et Je comprends, ça fait sens de enfin, changer, modifier le terrain, ouais. Mhm, mhm, Et puis du coup, cher auditoris, j'ai une fichette devant moi mhm. avec noté taux de bio conventionnel. Je n'ai aucune idée de ce que cela veut dire, donc je vous propose qu'on pose la question directement à nos spécialistes. C'est quoi le taux de bio conventionnel? Donc en fait, c'est juste pour voir combien de pourcentage il y a de la surface agricole utile. Donc c'est la surface qui est cultivée, qui est dédiée à la culture biologique. Donc en Suisse, on est à 16% et quelques de la surface agricole utile qui est exploitée en bio. Et en fait, c'est un taux qui est assez haut, qui est assez élevé par rapport au reste de l'Europe. Je crois qu'en France, c'est 6%, un truc comme ça. Ah, Donc en fait, il y a quand même beaucoup d'agriculture biologique en Suisse. C'est aussi dû à la topographie, mais je vais pas rentrer dans les détails maintenant. Mais le pionnier en Europe, c'est l'Autriche, par exemple. Et du coup, ben, c'est juste assez représentatif en général, d'une agriculture d'un pays, parce que pourquoi les gens décident
de se mettre en bio? Est-ce que c'est l'aspect qui est culturel? Est-ce que c'est l'aspect qui est financier? Et du coup, c'est juste assez représentatif. Et puis, c'est un peu, voilà, dans les grandes lignes, vraiment dans les bases de l'agriculture, combien il y a de bio, combien il y a de conventionnel, sans dire exactement de la complexité de... Enfin, on peut pas juste, enfin, de façon binaire, séparer bio-conventionnel, mais c'est une des manières de voir l'agriculture. Et d'ailleurs, je me réjouis du futur proche épisode qu'on va faire sur le bio, les labels bio, parce que j'ai l'impression que c'est une jungle et qu'on ne sait pas justement Grave. quoi choisir. Donc je me réjouis de Grave. cet épisode et qu'on va pouvoir décortiquer ça Oui. ensemble et que vous allez me rendre le truc plus transparent. On se réjouit aussi. À vous aussi, Ouais, on chers se réjouit auditeurs, trop. j'espère. Et puis, comment ça a été cet épisode pour vous? On arrive gentiment à la fin, j'ai Ça l'impression. va, enfin, on a l'impression qu'on a bien construit notre truc. Après, nous, on parle beaucoup avec ce qu'on sait, donc on ne sait pas ce que les auditoristes entendent et comprennent. Donc, n'hésitez pas À poser des questions, à nous réagir sur dire Instagram. si on parle bien, si ces mots-là, il faut qu'on arrête de les dire parce qu'ils comprennent rien. Ouais, voilà. A Mais priori, soyez pas si je trop méchants, comprends- s'il vous plaît, parce que... De ouf! Non, ça va, les gens étaient super gentils pour l'instant par Grave. message. Mais a priori, si je comprends, moi je dis, il y a des chances qu'ils comprennent. Parce que Ouais. j'ai vraiment besoin de tout comprendre pour être sûre d'avoir vraiment enregistré l'information. Et puis aussi, c'était une première comme enregistrement nocturne, à savoir qu'il Grave. est plus de 22h et qu'on enregistre. C'est vrai, ça. Toujours Al, et franchement, ça a été... Ouais, Pas mal. on a fait quand même 6 redébuts, parce qu'il y a eu 6 fous rires d'Emma. Je suis Mais désolée, finalement, ça a je suis été... désolée. mais c'était Non, bien. non, mais... J'ai l'impression d'être une gosse. C'est tout, donc on va se quitter là-dessus. Rendez-vous dans 2 semaines pour le prochain épisode. Au revoir. Au revoir! Ciao!